Je suis le docteur Cagneau, je suis radiologue dans le service d'imagerie médicale de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants où je suis de Lyon. Et avec le docteur Demed, on souhaitait vous proposer une présentation sur le sinus urogénital, en particulier donc sur son imagerie diagnostique en anté et en postnatal. Donc je vais survoler l'embryologie qui a été vue tout à l'heure pour pouvoir contextualiser et définir la pathologie, pour ensuite pouvoir aborder l'imagerie en anténatal et ensuite en postnatal pour expliquer les éléments diagnostiques et les éléments importants à connaître pour le chirurgien. Donc embryologiquement, le sinus urogénital dérive du cloisonnement du cloaque dès la 7e semaine de gestation. Ce cloisonnement va délimiter deux canaux, donc le canal anorectal postérieurement, ici, et donc le sinus urogénital antérieurement. Ensuite, chez la petite fille, on a vu tout à l'heure que ce sont les canaux de Muller qui persistent et ils vont venir s'accoler à la partie basse postérieurement au sinus urogénital avec un épaississement qui va se former, la plaque vaginale qui va s'épaissir et ensuite devenir perméable et donc donner les 3 orifices normaux que l'on voit à la naissance. Et donc la persistance du sinus urogénital, c'est la déficience de la formation et de la croissance caudale de ce canal urogénital. C'est une pathologie rare, 0,6 pour 10 000 naissances chez la fille. Elle touche la petite fille, donc. Et les conséquences, c'est un orifice externe commun génito-urinaire, donc entre le vagin et l'urètre au niveau attendu de l'urètre, et un système digestif qui sera normal avec un anus présent. Et cette anomalie, comme vous pouvez le voir là, elle va être à l'origine d'une distension plus ou moins importante du vagin. Et c'est ce qu'on appelle un kolpos, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure. Et cette distension, elle peut entraîner une compression des uretères et une répercussion sur les reins en amont, avec des lésions potentielles sur les reins. Et le reflux aussi depuis le vagin dans les trompes peut entraîner de l'acide, donc du liquide dans l'abdomen du fœtus et donc des conséquences potentiellement délétères. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que ça va être très souvent associé à d'autres pathologies, et notamment des pathologies de l'appareil génito-urinaire, donc utérus, vagin, et à des pathologies rénales. On a souvent une absence d'un rein, une dilatation, et ce seront des anomalies qui seront à rechercher systématiquement. On va avoir également d'autres anomalies associées du tractus digestif, des anomalies cardiovasculaires ou des associations syndromiques. Donc en anténatal, on peut évoquer ce diagnostic. Il est difficile à faire avec certitude. En anténatal, on a 2 modalités d'imagerie. On a l'échographie obstétricale qui a été présentée en tout début d'après-midi et l'IRM fœtal pour compléter. Donc le principal point d'appel de cette pathologie, c'est l'hydrokolpos. C'est une rétention, une accumulation de sécrétion dans le vagin et quand ça s'étend dans l'utérus, on appelle ça un hydrométrokolpos. À l'état physiologique, au 2e trimestre de la grossesse et même au 3e, on a seulement 3 formations liquidiennes qui sont physiologiques chez le fœtus. Ce sont la vessie, l'estomac et la vésicule biliaire. Donc le kolpos, ça va apparaître comme une structure liquidienne surnuméraire qu'on ne devrait pas voir et qui va se situer en arrière de la vessie. Donc ça va être une formation allongée, anéchogène, donc c'est noir en échographie, avec des débris internes sédimentaires et souvent la présence de septa, donc des cloisons. Et ça se situe en arrière de la vessie fœtale. Donc je voulais vous montrer ici une vessie normale. Donc on a une formation liquidienne qui est noire en échographie avec les 2 artères ombilicales. Et sur cette image, on a la vessie là et on voit une image surnuméraire en arrière qui correspond à un kolpos. Donc on a un autre exemple ici de kolpos. Je voulais vous montrer cette image parce que les parois sont moins régulières que celles de la vessie et on voit des petits sédiments
au fond. On regarde ensuite, quand on a cette image, et comme il vous a été expliqué tout à l'heure, la cocarde anale. Donc on cherche à voir si l'anus est présent. Donc je vous rappelle, la cocarde anale, on a le sphincter qui est hypoéchogène avec un centre hyperéchogène qui correspond à la muqueuse. Et on voit bien qu'il s'agit d'une petite fille avec les organes génitaux externes féminins. On n'oublie pas bien sûr de regarder les reins puisqu'il y a des associations malformatives ou des répercussions éventuelles. Donc ici, je vous ai montré des reins normaux. Dans les fosses lombaires, ce sont les 2 reins là, en coupe sagittale. Et ici, des reins dilatés. Tout ce qui est noir, c'est l'accumulation d'urine dans les cavités pyélocalicielles. Ici aussi, à une moindre mesure. Parfois, l'échographie, même souvent, n'est pas concluante dans ce cas. Et donc, ça peut être lié au facteur maternel ou à la position du bébé ou parce que on est embêté, on n'arrive pas forcément à conclure. Donc, on peut être amené à réaliser une IRM fœtale. L'IRM fœtale, c'est un examen qui n'est pas irradiant. Et on n'a pas besoin d'injecter du produit de contraste. Donc il faut rassurer les patientes, ce n'est pas nocif pour leur bébé. C'est indépendant des conditions maternelles, donc on s'affranchit de la paroi abdominale de la maman. Par contre, ça va dépendre des mouvements fœtaux. C'est pour ça qu'on ne va jamais la réaliser trop tôt. Avant 24 semaines, déjà, le bébé sera trop petit. Et en plus, il va beaucoup bouger, donc ça ne va pas être contributif. Au mieux, à partir de la 30e semaine d'aménorrhée. On va pouvoir faire une étude multiplanaire. On va étudier donc dans les 3 plans de l'espace. Et je vais vous montrer. Donc, ici, c'est pour vous illustrer, on fait en pondération. Donc, il y a différentes pondérations. On a le T2 ici, où les liquides sont blancs. Donc, on a la vessie qui apparaît blanche. Et la pondération T1, où les liquides sont noirs. Donc, la vessie apparaît noire. Ça, c'est un fœtus normal. Et le rectum apparaît en blanc dû à l'accumulation de méconium à partir de la 20e semaine. Et il apparaît en noir, on ne le voit pas très bien là sur la séquence sagittale T2. Donc ça, c'est physiologique. Toute altération de ces signaux va nous faire suspecter une communication anormale. Donc la vessie et le rectum. Je voulais vous montrer une coupe axiale pour voir qu'on peut parfois voir l'utérus. Donc après, on regarde si on est devant un colpos. On va bien vérifier le rectum pour être sûr qu'il soit bien physiologique en hypersignal T1 avec le target sign ou la cocarde anale. On regarde le degré de distension vaginale et l'hydronéphrose en amont pour voir les répercussions sur le rein et les malformations associées. Ici, on a une image donc, surnuméraire liquidienne en arrière de la vessie qui correspondait à un colpos. Et on voit le colpos ici. Donc la coupe, elle est axiale ici, donc on n'a pas la vessie. Mais on a le colpos avec le rectum qui est bien en hypersignal T1. Il y a un algorithme diagnostique en imagerie fœtale. Si vous êtes devant un colpos et que vous avez un signal identique entre la vessie et le colpos, donc le vagin, avec un anus présent, à ce moment-là, il faudra suspecter un sinus urogénital parce que ça pourrait être le signe d'une communication anormale. En postnatal, on a 3 modalités d'imagerie principales. L'échographie, toujours en première intention. On l'a fait par voie abdominale et périnéale. Le périnée, c'est plutôt pour regarder les canaux urètre, vagin, canal anal. Et chez les bébés qui viennent de naître, on voit très bien les organes génitaux internes liés à l'imprégnation hormonale maternelle. On va analyser le tractus urinaire, les malformations et le retentissement, notamment voir si les cavités sont dilatées, pour indiquer au chirurgien s'il y a nécessité de réaliser un drainage du colpos. Et par contre, le site de fusion exact est difficile à déterminer et va requérir des explorations complémentaires. Donc, je vous montrais une image d'échographie normale avec l'utérus et les filières donc, vaginales et vésicales, urétrales, et un rein normal. Ici, par contre, on a cette image oblongue avec un contenu finement échogène qui correspondait à un colpos. Donc on n'oublie pas de regarder les reins, et là on voit qu'il y avait une dilatation des cavités pyélocalicielles. Ici, on avait un autre dossier complexe avec un colpos, et il y avait un utérus qui était bicorne,
Donc là, on n'a pas le bout de la deuxième corne, mais on a le début de la deuxième corne. Il y avait deux cols, donc bicervicales, et on avait un cloisonnement vaginal. Donc, et puis, il y avait 2 hémivagins. Et par voie périnale, c'est difficile, mais on n'arrivait pas à individualiser les 2 filières, vaginale et l'urètre. Par contre, le canal anal, lui, était bien présent et normal. Alors, on peut s'aider quand c'est ça. Et bien sûr, il y a l'examen clinique qui montre qu'il n'y a que 2 orifices à la naissance. Donc, on a un examen qui va nous aider, c'est l'opacification par produit de contraste radiopaque ou la cystographie. Donc ça, c'est un examen irradiant. L'anesthésie n'est pas nécessaire et on peut le réaliser avec une sédation quand c'est nécessaire. Et ça permet une évaluation anatomique et ça fournit d'importants éléments pour le traitement. Donc on va injecter du produit de contraste dans la vessie, soit via un cathéter, via un cathéter qui va être mis en place soit par voie rétrograde, donc on va sonder le bébé, soit si on n'y arrive pas, du fait des facteurs anatomiques, par voie suspubienne, par l'orifice de drainage qui aura éventuellement été mis en place. Et on fait une phase de remplissage et une phase d'excrétion. Et on va pouvoir voir les communications anormales, les variantes anatomiques et rechercher éventuellement des reflux. Donc ça, c'est une cystographie normale. Vous voyez, on met en place une sonde par voie rétrograde, on sonde la petite fille. La vessie se remplit progressivement et en permictionnel, on voit bien l'urètre normal. Ça, par contre, c'est le dossier d'une autre petite fille où la vessie avait une forme un peu moins régulière et où vous voyez une communication anormale avec le vagin. Alors ici, il y avait une vidéo, je ne sais pas si c'est moi qui la lance. C'était pour vous montrer la phase, on a sondé là. Attendez, je peux vous montrer que ça. On sonde et la sonde, elle arrive pas dans la vessie en fait, elle arrive directement par le conduit un peu postérieurement. Et on opacifie donc à la fois le vagin et la vessie antérieurement avec une communication assez large et un canal, on ne voit même pas véritablement d'urètre. Voilà. Donc, après s'être aidé de l'opacification, on peut avoir recours à l'IRM abdominopelvienne qui va nous permettre une très bonne analyse anatomique. C'est un examen, lui, qui n'est pas irradiant et qui ne nécessite pas d'injection, comme l'IRM fœtal. Sa réalisation, par contre, est dépendante de l'âge de l'enfant. Parce que si le bébé ou l'enfant bouge, les séquences vont être floues. Donc, de la naissance à l'âge de 4 mois, on réalise l'examen sous biberon. Il n'y a pas d'injection nécessaire. De 5 mois à l'âge de 3-4 ans, on réalise l'examen sous anesthésie générale pour que l'enfant ne dorme pas. Et de 4 à 7 ans, on a un processus de jeu qui permet de familiariser l'enfant. Donc ça s'appelle l'IRM en jeu, qui permet de réaliser l'IRM dans les meilleures conditions. Donc on va faire des coupes dans les 3 plans pondération T2 ou du 3D T2. La séquence 3D elle est très bien parce qu'on voit très bien anatomiquement, mais elle est sensible au mouvement. Donc on essaie de la faire dès que l'enfant ne bouge pas et on fait du T1 pour étudier le signal. Alors, une IRM, pour vous montrer l'anatomie normale, on a 3 filières sur l'IRM, c'est une coupe sagittale. On a l'urètre antérieurement, le vagin et le rectum postérieurement. Et là, sur cette image, vous pouvez voir donc cet enfant avec une duplication vésicale, donc en plus, parce qu'ils ont des malformations un peu associées. Donc là, il y a une vessie qui est un peu cloisonnée, mais on voit une communication anormale entre la vessie et le vagin ici, vous voyez. Et cette communication, on la voit aussi là. Donc là, on voit bien la communication, c'est une coupe axiale. La vessie, elle est à moitié noire parce qu'il y a de l'air dedans et à moitié blanche. Et donc là, on voit la communication postérieure avec le vagin. Et on la voit ici également. Donc, j'avais des vidéos si vous voulez faire défiler. C'est pas grave. Donc là, on voit défiler, c'est un plan sagittal, la vessie qui est à moitié blanche, à moitié noire, parce qu'il y a du liquide et de l'air. Et ici, regardez, on voyait la communication anormale avec le vagin qui est derrière. Donc il y a des éléments très importants à donner aux chirurgiens. C'est
Donc, on mesure la longueur du canal commun, la longueur de l'urètre, le site de la confluence et la largeur du point de confluence. Donc, le site où ça communique, la hauteur, la longueur de l'urètre et la longueur du canal commun sont les éléments les plus importants. Et on regarde les malformations associées et les complications. Je voulais juste vous montrer une séquence 3D pour vous montrer que ça a une très bonne définition. Donc là, on voit un seul orifice. Ça allait un peu vite, mais il n'y avait qu'un seul orifice qui remonte. Et on voit que ça communique avec la vessie et les deux hémivagins, avec un hémiutérus ici. Et donc on peut, si vous voulez juste montrer, il y avait 2 vidéos, pour vous montrer qu'à partir de la séquence précédente, qui est en 3 dimensions, on arrive à faire des reconstructions dans le plan coronal. C'est la même séquence qu'on a reconstruite dans le plan coronal et sur la gauche dans le plan sagittal. Si vous voulez montrer celle de gauche. Donc on a une bonne résolution spatiale. Et cet enfant avait un rein droit unique dilaté. Je termine rapidement avec un dernier cas. Donc ici, on avait un volumineux colpos de diagnostic anténatal, donc qui apparaît hyper T2, hypo T1, avec, on voit bien encore le méconium. Et en échographie, donc cette structure a contenu un peu échogène. Et on n'arrivait pas à voir la partie inférieure de l'urètre. Les reins et ce qui était assez évocateur, c'est que on avait donc le colpos a été drainé et ensuite quand on faisait l'échographie, quand l'enfant avait des mictions, ça vidait le colpos. Donc ça signait une communication entre la vessie et le colpos. Et sur sa cystographie, je pense qu'il y a une vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. En fait, on avait opacifié par le drainage du colpos et on avait cette image, et ensuite par voie rétrograde où on obtenait la même image. Et donc, quand on opacifiait ici, on voyait un petit pertuis et une communication vers l'avant avec une petite vessie. Donc on voyait bien que le vagin communiquait avec la vessie en avant. Et cet enfant avait en plus un retour veineux pulmonaire anormal, un syndrome de Simter, donc une cardiopathie, des anomalies cardiovasculaires associées. Quelle est la place de la TDM ? Elle n'est pas recommandée parce que c'est un examen qui est irradiant et sa valeur ajoutée n'est pas certaine. Il faudrait faire une double opacification. Donc elle reste vraiment marginale chez le petit. Il y a quelques cas qui sont rapportés, mais c'est très marginal. Donc, en conclusion, c'est une malformation qui est assez rare et complexe, qu'on peut suspecter en anténatal grâce à l'échographie et à la détection d'un colpos, grâce à l'IRM fœtal sur le signal entre la vessie et le colpos qui est identique, et par un anus bien visible et un conduit digestif indépendant qui est normal. La confirmation postnatale se fera par l'examen clinique et le nombre d'orifices, par l'échographie et ensuite l'IRM pour complément avec une étude anatomique plus précise, comme on vient de le voir. L'opacification radiologique et pas de place actuellement pour la TDM. Et le but, c'est de faire l'évaluation la plus précise possible pour guider la prise en charge. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je pense qu'on a tout compris. Il y a des questions. Moi, j'ai juste une question. Je vois que dans votre algorithme, il y a quand même l'opacification systématique, c'est-à-dire la génétographie et la cystographie. Oui, on a tendance à la faire assez systématiquement. Parce que c'est normalement, avec l'IRM, vous n'avez plus besoin. C'est parfois un peu plus précis pour les mesures, je pense, l'IRM. Mais ça... Avec l'analyse, on a une analyse en 3 dimensions. Oui, si le bébé, c'est vrai, mais souvent c'est un examen qu'on arrive à avoir aussi peut-être un peu plus rapidement. On fait souvent les deux, parce que je pense qu'on arrive...
il y a quelques cas d'IRM où les communications ne sont pas toujours bien visibles, surtout chez les tout petits. Et donc, ça permet vraiment d'authentifier la communication, on va dire. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on ne peut pas faire de sélection? C'est-à-dire, on fait des IRM. On fait de l'IRM et quand on n'arrive pas à répondre. Et ensuite, si on a besoin, on fera l'opacification, parce que pour ces patients-là, ils vont avoir beaucoup de radio après, et ensuite ils ont un haut risque d'infection urinaire après la génétographie. Oui, c'est vrai. Et nous, on a peut-être qu'un il peut le confirmer, mais on a quasiment arrêté depuis 2012 ou 2013. Ah, d'accord. La génétographie, on le fait seulement en cas de... là, la semaine dernière, un colloque qu'on va opérer la semaine prochaine, on n'arrivait pas à faire la conclusion par le IRM, donc on a fait une opacification antégrade et rétrograde en même temps. Mais avec l'IRM, on va savoir au moins est-ce que c'est une forme haute ou forme basse. C'est la seule chose qu'on veut savoir pour les planifications chirurgicales. Parce qu'en tous les cas, pendant la chirurgie, il faut faire une endoscopie et refaire exactement les mêmes bilans. D'accord. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Nous, on a tendance à la faire assez systématiquement pour avoir un bilan un peu complet. La prochaine fois, vous dites au chirurgien, non, on ne va pas le faire. Je fais des amis. Alors, donc maintenant, c'est... merci beaucoup. Merci, madame.